Amis de la culture, férus des belles lettres, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce énième numéro de Bio en littérature, votre magazine littéraire sur la chaîne Bio en télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours nombreux à suivre ces programmes littéraires qui vous édifient et qui incitent tout le monde comme ça à s'adonner de plus en plus à la lecture, mais aussi pourquoi pas à l'écriture. Ce soir, nous avons un réel plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous un auteur, on ne peut plus particulier, il est pasteur, il s'appelle Godé Mpoyi Kadima, le pasteur. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Merci Richard. Merci beaucoup pasteur. Vous êtes auteur d'une publication intéressante et vous êtes venu nous voir avec. Ça s'appelle La Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques congolaises, RDC, et en glose une analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux. En tout cas, voilà l'ouvrage en question et c'est avec celui-ci que nous allons essayer d'échanger ce soir avec vous. L'ouvrage a été publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Compte Rendu que anime le professeur Edith Tamboué. Et donc, pour vous présenter, certes, vous êtes connu à Kinshasa, mais aussi à ceux qui ne vous connaissent pas très bien, on va essayer de lire ce qui est écrit sur vous à la 4e de couverture de ce livre. On dit que vous êtes docteur en économie et développement et professeur à l'université de Kinshasa et à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, toujours. Agrégé d'enseignement, vous avez suivi plusieurs formations supérieures en RDC, en Chine, en Belgique, etc. Pages ici dans ce livre. Et tout d'abord, c'est moi, ce qui m'est arrivé, c'est quand je tombe sur ces livres, la première de couverture, ok, Banque mondiale, mais quand on vient découvrir les contenus, c'est ce qui nous étonne. C'est un livre qui, on va dire comme ça, qui s'amène, qui vient critiquer de manière on ne peut plus virulente, comme ça, les institutions de Bretton Woods. Parlez-nous un peu de la jeunesse de ces livres, professeur. Merci Richard. Les livres que tu as entre tes mains, donc sauf que je puisse te tutoyer parce que tu es mon ami. Allez-y. Les livres que tu as entre tes mains sont divisés en 4 chapitres. Donc dans les premiers chapitres, nous faisons l'historicité des faits. Nous parlons un peu de l'histoire du portefeuille au Congo, avant l'indépendance, après l'indépendance, et nous essayons un peu de présenter en grande ligne comment Léopold avait créé la première grande société qu'on a appelée les comités du Congo pour le commerce et l'industrie. Là, nous sommes en 1987, avant de débousser sur les sociétés à charte en 1906, notamment l'Union minière du Katanga, la Forminière, et après, nous parlons du portefeuille après l'indépendance. Nous insistons sur le fait qu'en 1966, il y a eu d'abord la loi Bakajika qui rendait l'État congolais maître de ses terres. Et il y a eu des démêlés entre la Belgique et le Congo après la colonisation, dans le cadre de ce qu'on appelait les contentieux belgo-congolais. En fait, la Belgique ne voulait pas transmettre la propriété de ces entreprises au Congo. C'est ainsi qu'elle avait fait des manigances pour que ces sociétés optèrent pour une nationalité belge. Mais ce litige a été réglé dans le cadre de ce qu'on appelle la convention Tchombe-Spaak. C'est ainsi que depuis 1965, il y a eu plusieurs réformes qui ont vu le jour dans notre pays. Nous avons la loi Bakajika, nous avons la nationalisation de l'Union minière du Katanga en 1967, c'est l'actuel GECAMINE. En 1970, on a créé l'Institut de gestion du portefeuille. En 1975, nous avons eu les ministères, pour la toute première fois, nous avons eu les ministères du portefeuille au sein de notre gouvernement. Et finalement, en 1978, nous allons connaître la loi portant disposition générale applicable aux entreprises publiques. Donc c'est cette loi qui a régenté les entreprises publiques jusqu'à la réforme que nous étudions, c'est-à-dire celle du 7 juillet 2008, visant le désengagement de l'État
par rapport à ces entreprises. C'est là même le déclic de votre ouvrage. Parfait. C'est là où se situe l'ouvrage parce que c'est la réforme des entreprises publiques congolaises en rapport avec la Banque mondiale. Voilà. Et lorsqu'on va comme ça déjà à vous lire à la 10e page, vous présentez votre livre en disant à l'introduction que ce livre tente de démontrer que l'option de la privatisation ne peut s'imposer comme l'unique voie de recours dans l'enjeu de redressement des entreprises publiques congolaises. Qu'est-ce qui se passe avec nos amis de la Banque mondiale? Ils ont un seul logiciel qu'ils veulent appliquer dans tous les États. Et cela pêche contre certains principes généraux du management, notamment la théorie de la contingence. Donc, lorsque notre pays a pris les engagements avec les institutions de Bretton Woods, c'était dans un contexte bien déterminé. Mais la Banque mondiale n'a pas raison de chercher à imposer par tous les désengagements des États par rapport à leurs entreprises. Parce que nous l'avons démontré dans le cadre de cet ouvrage qu'il y a des entreprises publiques qui ont fonctionné avec beaucoup d'efficacité et que le désengagement de l'État ne doit pas être considéré comme étant l'ultime solution par rapport à cela. Et surtout pour ceux qui connaissent le portefeuille de notre pays. Ceux qui connaissent un peu le management public, ils savent qu'avant toute réforme, on pose un diagnostic par rapport à la fonctionnalité de ces entreprises. Le diagnostic qui a été posé par tous les spécialistes en matière gestionnelle atteste que la difficulté, la maladie qui ronge, qui gangrène les entreprises congolaises, c'est la mauvaise gouvernance. Donc, comme le diagnostic est celui-là, il faut y apporter une thérapeutique correspondante. Au lieu de chercher à désengager de ces entreprises, je crois sincèrement, et aujourd'hui les faits sont en train de nous donner raison, parce que le gouvernement a compris qu'il a été induit en erreur par la Banque mondiale et veut revenir sur cette réforme. Et vous voyez que ces propos que nous tenons depuis 2008 sont toujours d'actualité. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire par là? Il y a eu des États qui ont fonctionné avec des entreprises publiques efficaces. Et si ailleurs les États se sont désengagés, c'était dans des contextes bien déterminés. Vous verrez par exemple que lorsqu'on parle de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État en Chine, il s'était agi essentiellement de s'adapter à l'évolution de la technologie. Les entreprises n'ayant pas suffisamment de capitaux par rapport à cette évolution technologique, elles ont dû à un certain moment ouvrir leurs capitaux au crédit privé. En gros, pasteur, je ne vous interromps pas, en gros, parce qu'on doit courir avec le temps, c'est que vous essayez de nous lire dans ce livre, vous le dites, sans en tout cas pas aller en détour, que le diagnostic qui a donc été posé, on va dire même par le COPEREP, était un diagnostic erroné. Biaisé. Biaisé. Vous savez, ce qui fait mal chez nous, on croit que tout ce que propose l'Occident est bon. En management public, la théorie de la contingence, c'est vraiment une règle d'or. Elle veut tout simplement qu'on adapte les principes à l'environnement. Or, les experts de la Banque mondiale ne maîtrisent pas notre environnement. Donc, ce sont des réformes qu'il faut tropicaliser. La Banque mondiale a tort de croire que ces logiciels opèrent partout. Et vous verrez que je peux vous donner plusieurs exemples. Lorsqu'on a eu l'État coréen a eu à se désengager de ces entreprises, ce n'était pas parce qu'il y avait la mauvaise gestion, non. En Corée, par exemple, s'il y a eu les désengagements, c'était tout simplement parce que l'État coréen ne voulait pas aligner les fonctionnaires des entreprises sur les mêmes barèmes salariales que les fonctionnaires de l'État. On pensait que les entreprises étant productrices de richesses, les agents de ces structures avaient besoin d'un traitement particulier. C'est ainsi que l'État coréen s'est désengagé des entreprises. Mais chez nous, le diagnostic qui a été posé, il est clair, il relève que c'est la malgouvernance qui est à la base des contre-performances de nos entreprises. Donc, au lieu de donner les vitamines à celui qui a la malaria, je pense que la quinine semble mieux appropriée. Le problème, c'est qu'il faut mettre la personne qu'il faut
à la tête de notre portefeuille, ça va marcher parce qu'à chaque métier correspond un profil. Vous dites dans ce livre mettre des personnes propres et doctes. Les personnes propres et doctes. Parce que chez nous, vous savez, les problèmes chez nous, on confond la réforme et la modification robotique des textes. Chez nous, quand on modifie des textes de manière robotique, on dit qu'on a initié des réformes. Non. Il y a la différence entre des réformes structurelles et des colmatages conjoncturels. Aujourd'hui, j'en parle avec suffisamment d'autorité, comme je l'ai toujours fait il y a de cela 8 ans, parce que le gouvernement vient de me donner raison en comprenant que ces réformes ont échoué. Entre-temps, les millions ont été dépensés pour ce genre de réformes. Et nous avons eu, dès que notre gouvernement a entamé ces réformes, nous avons pris notre temps pour expliquer, aussi bien dans les auditoires, dans les salles de conférences, que sur les plateaux de télévision, pour attirer l'attention de notre gouvernement qu'elle venait de prendre une mauvaise direction. Mais est-ce que l'on ne pourrait pas peut-être comme ça vous contredire par certains penseurs ou certains analystes, dans la mesure où vous suggérez que l'on puisse, au lieu de désengagement qui a été fait par instigation des institutions de la Banque mondiale, Bretton Woods, pardon, que l'on puisse mettre à la place qu'il faut des hommes des hommes probes et doctes. Mais c'est ce qui a souvent été fait, on vous dira comme ça. À chaque fois qu'on aille à remplacer X par Y, très souvent, on est resté dans la même situation. Ça, c'est de un. Mais de deux aussi, certains vous diront, mais qu'est-ce qu'il veut dire le pasteur, d'autant plus que maintenant, on s'est dit, le Congo est en train de vivre une sorte de redressement économique parce que le gouvernement actuel, on l'appelle souvent, le bon élève de la Banque mondiale, parce qu'ils ont réussi à mettre en place tout ce qu'on leur a exigé par la Banque mondiale. Et donc, il semblerait que l'économie est en marche. Mais vous dites non, rien n'a marché. Et donc, la réforme n'a pas été intéressante. Qu'est-ce que vous allez répondre à cela? Parce que c'est sûr qu'après vous avoir entendu et lu, ils vont vous dire cela. Bon, vous savez, le malheur chez nous, c'est que les gens cherchent des fois à parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Chez nous, vous trouverez un économiste qui interprète la Constitution. C'est malheureux. Moi, il y a des choses que je ne connais pas dans ma vie. Donc, moi, c'est mon travail. Je suis économiste développeur. Je fais les études de politique publique. Donc, aujourd'hui, il n'y a personne d'irrationnel qui peut chercher à nous contredire parce que je t'informe que je tiens ces discours depuis que ces réformes étaient en cours. Personne ne voulait me suivre. Mais aujourd'hui, le gouvernement s'est ressaisi. Parmi les 28 mesures prioritaires prises par notre gouvernement, que je félicite, il y a notamment la révisitation de cette réforme. C'est-à-dire que si le gouvernement lui-même avoue que les réformes ont échoué, donc ça ne vient que consolider ma position. Au fait, le problème, le malheur chez nous, dans la vie, on ne peut pas tout connaître. Même moi là, je suis professeur, mais il y a des choses que je ne connais pas. Mais du moins, dans mon domaine, je mets des avis qui font autorité. J'avais attiré l'attention, cela pourra peut-être faire l'objet de notre émission, j'avais attiré l'attention sur notre gouvernement en 2012, contre tous. Je leur avais dit que la TVA allait échouer en RD Congo. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Et je crois que si quelqu'un veut nous attaquer sur ce terrain-là, il sera de mauvaise foi. Et les jours où il va nous affronter, il sera exorcisé. Ça ne sera que de bonne guerre, mais aussi, vous dites que vous parlez avec autorité, et ce qui est vrai, est-ce que quand je me suis mis à vous lire, j'ai constaté que vous écrivez aussi avec autorité. Est-ce que vous n'allez pas du dos de la cuillère quand il s'agit même de critiquer, mais aussi même de pourfonder? Vous écrivez comme ça, à la page 57 de cet ouvrage, cet essai, vous écrivez, je vais lire, « Il n'est pas superfétatoire de rappeler ici qu'au regard du potentiel actuel de la RD Congo, l'enveloppe budgétaire annuelle de la RD Congo révèle l'indiscipline des dirigeants et la nonchalance de la population. » Naturellement. Vous assumez. S'il faut le répéter, je vais encore le répéter. Et ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit s'il a été demandé de le dire. Je ne suis pas le seul à le dire. Notre chef, les gens n'ont pas compris les messages qu'il voulait faire passer. Il s'est plaint. Il disait qu'il n'avait pas 15 personnes. C'est vrai. Les collaborateurs. C'est vrai. S'il en avait, ce pays serait déjà devenu un paradis.
Donc, en fait, nous voulons là apporter notre modeste pierre de construction à cet édifice qu'est la République démocratique du Congo. Je le répète, aujourd'hui, il y a 3 stratégies pour développer rapidement les États. C'est la discipline des dirigeants, donc à tous les niveaux bien sûr. C'est la bonne intelligence avec la communauté internationale et aussi le dur labeur de la population. Donc si vous ne respectez pas ces 3 règles-là, vous n'allez pas évoluer. Donc s'il faut aller les répéter, je vais les répéter, mais je voudrais vous faire voir qu'il y a des États qui ont fonctionné avec des entreprises publiques, avec beaucoup d'efficacité. Tout n'est que question des contextes. Dans les contextes congolo-congolais, nous ne pouvons pas nous permettre de nous désengager de nos entreprises pour 3 raisons. Sur le plan économique, nous ressentons encore les effets de la crise financière internationale. Le désengagement veut dire que vous ouvrez les capitales au crédit privé. Or déjà, sur le plan international, l'environnement économique est maussade. Donc il n'y aura pas beaucoup de gens qui viendront pour acheter ces entreprises. Allez-y un peu rapidement. Et la vente des entreprises obéit à la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a plus de demandes que d'offres, donc le prix d'équilibre va descendre vers le bas. C'est-à-dire que chercher à se désengager de ces entreprises maintenant, on finira par les brader. Sur le plan commercial, les entreprises ne viennent pas prospères parce qu'on a modifié leur statut. Les entreprises deviennent prospères du fait de forces du marché. C'est-à-dire que les biens et services qu'ils produisent sont achetés à bon prix sur les marchés régulièrement. Alors, dans l'environnement actuel de notre pays, même si vous demandez aux investisseurs américains de venir ici, tant qu'on n'aura pas résolu le problème du pouvoir d'achat du consommateur, il n'y aura aucune entreprise prospère au Congo. Sur le plan politique, nous sommes un pays post-conflit et partant fragile. En tant que tel, nous avons besoin de plus d'États et non de moins d'États. Donc, plus on se désengage, plus on affaiblit l'État. Donc, le contexte ne s'y prête pas. Et vous suggérez comme ça, peut-être que ce sera la dernière question, vous avez parlé ici dans cet ouvrage d'une, on va dire, privatisation, entre guillemets, tempérée. En 2 mots, Parfait. pasteur, en 2 mots, juste commenter un peu sur ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs privatisables ou désengageables et les secteurs non désengageables chez nous. Donc on peut laisser les désengagements au secteur des transports. Ça peut encore passer, mais on ne peut pas se permettre maintenant de privatiser la SNEL parce que les Congolais n'ont pas encore suffisamment de moyens pour acheter l'électricité à sa valeur. Je voulais terminer en disant que la planification économique fait et défait les rois. Lorsque vous allez chercher à vendre l'électricité à sa vraie valeur, il faut être sûr que nos amis qui sont dans les banlieues de la ville, je ne voudrais pas cataloguer mes chers compatriotes, les amis qui sont à l'intérieur, ils ont suffisamment de moyens pour acheter l'électricité à sa propre valeur. Sinon, ça débouche sur des remous sociaux. Et je voudrais encore me répéter en disant que la planification fait et défait les rois et on doit faire très attention chaque fois qu'on initie des réformes dans notre pays. D'accord. On aurait voulu en dire un peu beaucoup plus parce que l'ouvrage est tellement intéressant. Vous avez parlé de bon nombre de choses, suggéré pas mal de stratégies et des plans, mais le temps nous fait défaut. Nous pensons qu'on a pu dire l'essentiel sur cet ouvrage. Je rappelle le titre, La Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques en RD Congo. Une analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux. L'ouvrage est du pasteur Godin Poyi Kadima, avec qui on a eu à échanger durant pratiquement plus de 20 minutes ici, mesdames et messieurs. Monsieur le pasteur, je vais dire, Godin Poyi, l'ouvrage, sûrement ceux qui nous ont suivis vont nous contacter pour essayer de s'en procurer. Où peut-on le trouver rapidement, le point de vente? Oui, l'ouvrage
ici à Kinshasa. Merci beaucoup et donc, d'ici là, portez-vous bien. Comme on le dit toujours, bonne lecture chez vous. Ciao.